3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Pelleras est avec nous ce soir, DG de 4 Points IM. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Esty Dweck nous accompagne également. Bonsoir Esty. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directrice des investissements de Flow Bank. Et François Collet avec nous également ce soir. Bonsoir François. Vous êtes gérant obligataire chez DNCA. Back to business, point d'interrogation. C'est la question pour commencer. Et j'avoue que j'ai rajouté le point d'interrogation dans l'après-midi, Esty, parce que j'espérais qu'on allait pouvoir confirmer l'idée que oui, la géopolitique suivait son cours, mais que les marchés étaient en train de passer à autre chose, de revenir aux affaires normales, précédant le coup de chaud géopolitique. Visiblement, on n'est peut-être pas encore sorti tout à fait de cette étape-là, encore une fois, sur le plan des marchés financiers. Tout à fait. Alors, de manière historique, on a quand même vu qu'en général, c'est la vente des marchés, elle se fait avant l'invasion et que quand on a l'invasion, c'est le point bas. Je crois que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on ne sait pas si le fait de reconnaître les deux régions séparatistes, ça compte comme l'invasion ou pas. Là, pour le moment, on a l'air de plutôt se dire que pas. Et donc, il faudrait soit dépasser le Donbass, soit on va dire provoquer encore plus, et ça veut dire qu'on pourra avoir encore quelques semaines assez volatiles, le temps qu'on ait un peu plus de clarté. Ça pourrait être même plus long, mais a priori, dans les prochaines semaines, on devrait quand même avoir une idée un peu meilleure de ce que Poutine a l'intention de faire. Et donc, sur le court terme, ça met les actifs financiers en risque. Alors, il faut distinguer, j'imagine, les actifs roubles, russes, et puis la partie européenne et la partie américaine. C'est une tension géopolitique qu'on retrouve quand même dans nos marchés aujourd'hui ? Oui, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu un mois de janvier qui était très mauvais avant que la situation géopolitique se détériore. Bien sûr. Alors oui, maintenant on parle de correction avec les 10% du S&P, mais en fait, c'est pas que la géopolitique. Pour moi, c'est un cran de plus, on va dire, à ce mur des inquiétudes des investisseurs. Un des soucis, et je pense qu'on en parlera plus avec François, c'est que l'obligataire n'a pas l'air d'être le hedge qu'on aurait souhaité, ou en tout cas on n'ose pas y aller malgré la situation. Donc je pense que ça complique un petit peu en termes d'allocation de portefeuille. Mais on a des implications différentes forcément pour toutes les régions, mais ça pèse quand même sur le sentiment, ça exacerbe le problème d'inflation et ça soulève donc encore plus les questions du mois prochain pour les banques centrales. Un mot là sur cette ambiance de marché, Nathalie. Alors évidemment, on parle d'horizon assez tactique, de quelques semaines, quelques mois peut-être. On espère que dans quelques mois, la situation sera clarifiée, apaisée, normalisée, stabilisée, ce que vous voulez, et que les marchés auront repris les affaires courantes, entre guillemets. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Ah non, pour l'instant, on n'y est pas encore, parce que même si on avait anticipé en fin d'année dernière, on savait bien que l'année 2022, ça allait être beaucoup moins facile en fait que 2021. Que l'alignement de planètes, on était sur un phénomène inverse. Globalement, on avait bien identifié tout ce qui pouvait mal tourner. Donc, c'est une bonne chose. En revanche, on ne voyait pas ce qui pourrait arriver comme bonne surprise. Et parce que les publications des résultats dont vous parlez, qui est toujours pour moi un des soutiens majeurs en fait, du marché, globalement, ça arrive un petit peu à son terme. Au niveau des revenus, c'est bien. Il y a eu plutôt des bonnes surprises. Mais ça y est, ce que maintenant le marché veut voir, c'est comment 2022 va se passer. Et donc là, on va rentrer dans une période de flou. Donc on va avoir encore un mois et demi, où il ne va rien avoir comme publication au niveau des entreprises, puisqu'il va falloir attendre début avril pour avoir. Et on n'aura donc que la macro et la géopolitique et les banques centrales pour driver les marchés, ce qui va faire que ça va rajouter encore de la volatilité. Ce qui est assez impressionnant depuis le début de l'année, c'est la rapidité des mouvements et surtout c'est les rotations où vraiment on n'est même plus sur le trend back to work ou bien vraiment stay at home, on n'est plus sur value versus croissance. C'est au sein, est-ce que c'est cyclique défensif, et au sein d'un segment défensif, est-ce que c'est la qualité, est-ce que c'est de la cyclique mais financière, ou est-ce que c'est des matières premières? On est vraiment une espèce de schizophrénie avec des rotations très très fortes, très rapides, avec des mouvements en plus qui sont ample. Donc, on a une vraie nervosité sur les marchés. Et avec, d'un autre côté aussi, on a vu beaucoup de mouvements baissiers, mais on n'a pas vu non plus de retrait massif. On n'a pas vu des fonds avec des grosses sorties, ce qui veut dire que ces grosses variations, elles se font beaucoup avec des produits dérivés, avec des effets de levier. Et ça amplifie en fait le phénomène, le cercle vicieux ou le cercle vertueux. Et on n'est pas en fait sorti de l'auberge parce que tant qu'on n'aura pas une plus grande visibilité sur la situation géopolitique, et comme on disait juste avant,
a priori, il vend quand même, que je veux dire, Poutine, il joue contre la montre, il préfère y aller lentement. Biden, il provoque un petit peu. Et les sanctions, on ne sait pas non plus aujourd'hui. Est-ce que le marché est presque content que les sanctions soient pas trop sévères parce qu'on a peur des dommages collatéraux en termes de consommation. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre phénomène, je rajoute un petit peu, qui est que dans ce conflit, il y a la problématique aussi de la Chine, et donc du rapprochement entre la Russie et la Chine, sachant que la Chine est un des meilleurs marchés depuis le début de l'année, alors ça change par rapport à l'an dernier. Ouais. Donc, il y a quand même beaucoup de risques. Pour certains, on sait qu'ils sont déjà intégrés dans les cours, mais la propension du marché à intégrer ce risque-là, et se dire, on peut encore avoir des mouvements erratiques et qui pourraient être justifiés sur les marchés encore à la baisse, malgré ce qu'on vient de connaître. Ouais. Ce risque binaire géopolitique que les investisseurs détestent intégrer, comment vous l'évaluez aujourd'hui, François ? Et il faut qu'on parle aussi des actifs russes et puis de la logique de sanctions, quand elle concerne effectivement, par exemple, le financement de la dette russe, etc. Est-ce que c'est rassurant si ça s'arrête à ce niveau-là ? Est-ce qu'il faut être encore très vigilant sur cette situation géopolitique ? Oui, il faut être vigilant, bien sûr. C'est quand même très difficile d'avoir une idée de ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine. Visiblement, il est seul à décider. Est-ce qu'il s'arrêtera au Donbass ? Est-ce qu'il a envie de réunifier l'Ukraine et la Russie ? Ce serait un tout autre impact sur les marchés financiers. On changerait de monde. On changerait de monde, je pense, vraiment. Et là, il y aurait un impact qui pourrait être plus que quelques semaines, mais qui pourrait durer et une sorte de prémisse à un monde beaucoup plus perturbé, avec bien sûr l'idée que la Chine dans quelques années prenne Taïwan. Donc je pense que ce serait une escalade très importante et qui n'est pas aujourd'hui dans les prix de marché. Donc autant se dire que demain il y a quelques échanges de tirs, il y a une prise du Donbass comme ce qu'on a déjà vu pour la Crimée, comme ce qu'on a déjà vu également dans la crise géorgienne. Bon, c'est 2-3%, c'est quelques semaines, et puis le marché passera vite à autre chose. Mais j'aimerais le savoir. Ah oui, bien sûr. J'aimerais le savoir. On peut se dire que militairement parlant, ça semble compliqué d'envahir toute l'Ukraine. 44 millions d'habitants, il y a une armée régulière, c'est pas du tout, et puis une population assez hostile. Donc ça paraît compliqué, mais oui, il y a 150 000 hommes aux frontières, quoi. Voilà, très difficile de faire des conjectures là-dessus. Ouais. Sur les actifs russes, là, comment vous regardez justement ? Alors, notamment l'idée de sanctions. Donc l'Union européenne, les États-Unis s'accordent sur l'idée qu'il faut interdire notamment le financement de la dette russe, par exemple. Est-ce que ça reste cosmétique, emblématique ? Est-ce que c'est quand même un point de douleur important pour l'économie russe ? Est-ce que c'est des leviers pertinents, ou est-ce que ça reste de la diplomatie, de la géopolitique et c'est très bien. Non, mais je pense que c'est pour le coup de la diplomatie et de la géopolitique. La dette, donc, ce sont des obligations qui sont émises par l'emprunt, par l'État russe au fil, qui ont été émises au fil des années. Donc il y en a qui vont être remboursées dans les 2 prochaines années, mais qui ont été émises précédemment. Celles-ci ne sont pas interdites d'être investies. Ce sont les nouvelles dettes financées par le Trésor russe qui vont être interdites d'investissement. Mais de toute façon, le Trésor russe n'a pas besoin d'émettre de dette, puisqu'on a une dette sur PIB qui est très très faible, on est en dessous des 20%. On a des réserves de change qui sont gigantesques, avec un stock notamment très, très investi en or. Donc on a on a un excédent budgétaire. Donc la situation de l'État russe fait qu'il n'est absolument pas dépendant de la manne financière ou des investissements extérieurs, comme peuvent l'être d'autres pays plus proches, comme peut être la France, par exemple. Effectivement, si on interdisait les investisseurs internationaux d'acheter des OAT, ça poserait un problème bien plus important pour nous que ça ne le sera pour les Russes.
Donc de ce point de vue-là, ils ont déjà, ils se sont déjà mis en ordre de marche pour faire face à une nouvelle série de sanctions qui sont sans doute pas terminées. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là ? Tout à fait. Ouais. En fait, ils ont le pouvoir quelque part. Ils ont beaucoup moins de risques, même par rapport aux sanctions. Ils ont plutôt bien toléré les sanctions de 2014. François parlait donc de tout le cash qu'ils ont en plus. Mais les conséquences ou les contre-sanctions que la Russie pourrait faire, là, l'impact, il est quand même plus fort sur l'Europe, forcément. Sur les États-Unis, à moindre mesure, mais on a quand même un sujet prix du pétrole et inflation. Mais c'est vrai qu'au niveau économique, la Russie n'a pas très très peur des sanctions actuellement. Quand on regarde le parcours déjà des prix de l'énergie, pétrole, gaz, électricité, etc., est-ce que la situation peut être encore pire que ce qu'elle est aujourd'hui de ce point de vue-là ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que sur les derniers jours, les prix du gaz naturel à court terme, donc sur les prochaines semaines, sont montés à peine. C'est ceux de novembre et janvier qui sont montés, donc 2023. Et ça veut dire que en fait, le marché a déjà une vue que l'Europe n'a pas vraiment appris de sa leçon de cet automne, où on savait depuis août, septembre, qu'il n'y avait pas assez de réserves. Là, on a eu de la chance puisqu'il fait plutôt chaud cet hiver. Mais l'Europe n'a pas assez de réserves et donc la vue est plutôt que la situation va encore empirer ça et donc il y aura de nouveau un souci de gaz naturel et donc d'électricité pour l'Europe pour l'année prochaine. Donc on n'a pas tout à fait le même sujet. Oui, sur le pétrole aussi, à plus long terme, on pense que les prix vont encore monter, mais pas au même niveau que la réaction qu'on a vue dans le gaz naturel actuellement. Prix de l'énergie élevé égale risque inflationniste pour les banques centrales. La BCE se réunit le 10 mars, François. Des prix trop élevé, à un moment, ça devient aussi récessionniste. Ça va être la discussion à Francfort le 10 mars prochain. Oui, alors c'est sûr que la hausse des prix de l'essence grève le pouvoir d'achat et donc ce qui compte pour le pilier principal de la croissance, c'est la consommation, et la consommation, elle repose sur l'évolution des revenus réels. Et évidemment, ces revenus réels, c'est le nombre de travailleurs, l'évolution des salaires, duquel il faut déflater les prix. Et effectivement, si on a des prix qui augmentent très significativement, on se retrouve avec une consommation qui est bien plus faible et donc avec un potentiel de récession. Deux choses. Collectivement, on a épargné beaucoup pendant la crise du Covid, donc on a de quoi faire face à une hausse des prix des matières premières, et donc on peut collectivement désépargner un petit peu pour faire face à ces hausses de prix. On a en plus des États dans la plupart des pays qui mettent des coussins pour faire en sorte d'absorber et de ne pas répercuter aux consommateurs l'ensemble de ces hausses de prix de matières premières. Donc j'aurais tendance à dire que pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure pour la consommation, et on n'est pas du tout sur les niveaux actuels à se dire qu'on va aller vers une récession. Après, si le conflit s'envenime et qu'on va à $150 le baril, ce sera une autre histoire. Mais aujourd'hui, pas du tout. Ce qu'on voit au contraire, c'est plutôt une accélération du momentum économique au cours des dernières semaines, en tout cas depuis le début de l'année. Oui. Donc le sujet pour les banques centrales et la BCE, ça reste à ce stade la maîtrise de l'inflation, pas la gestion d'un problème de croissance. Non. Et puis, on est dans une situation qui est très différente c'est vrai qu'on fait beaucoup de parallèles avec ce qui a pu se passer en 2011. On est traumatisé par pas tant que ça, visiblement, la BCE a entamé son virage avec ambition et courage. Oui, mais en tout cas, tout le monde a peur de cette potentielle erreur de politique monétaire. La situation est quand même très très différente. On n'était pas du tout au même niveau d'inflation que ce qu'on est aujourd'hui en 2011. On avait un taux de chômage au-dessus de 10% en zone euro. On avait une croissance qui se baladait autour de 1,5%. Et puis on avait des taux qui étaient déjà en territoire positif. Alors ils n'étaient pas très hauts, mais ils étaient déjà en territoire. Là on part de moins 0,5. On est au plus bas historique en termes de chômage de la zone euro. On a une inflation qui est au plus haut depuis 40 ans. Bon, les banques centrales font des virages qui sont lents et progressifs. Je ne pense pas que demain,
parce que le prix du baril du pétrole est monté de 10% et que ça fasse rebaisser un petit peu les anticipations de croissance pour cette année de 4,8 à 4,3% par exemple, change totalement la donne pour la BCE. Elle est partie pour essayer de normaliser sa politique monétaire au cours de l'année. Bon, une sortie des taux négatifs en zone euro, taux négatifs qui existent depuis au moins 2014, si je ne dis pas de bêtises, même 2011. 2012, c'est ça, on passe le taux de dépôt sous zéro en 2012 déjà, ça fait 10 ans. C'est une perspective enthousiasmante pour l'investisseur ou pas, Nathalie ? En fait, ce qui peut être enthousiasmant, c'est de voir que ces taux négatifs ont permis quelque part une inflation sur d'autres actifs qui n'était pas normale. Et donc, une correction, une remise à la norme, d'avoir des taux réels qui seraient positifs. Donc, il faut encore ouais. un petit... encore du... Pour les taux réels, on verra. Mais la perspective, en fait, d'une normalisation de la situation avec une belle courbe des taux. Avec certains nous disent un taux neutre, ce serait 1,5% de taux directeur en zone euro en fait, 2024, voilà, peut-être. Toute situation qui serait cohérente avec la macroéconomie et donc justement le niveau de croissance qu'on peut avoir, le chômage, et donc qui est en relation, parce qu'en fait ces taux négatifs, en soi, c'était absurde, mais ils n'étaient pas illogiques par rapport à la situation en fait urgente dans laquelle on s'était trouvé au début des années 2010 en fait. Donc cette normalisation, elle aura pour conséquence, et d'ailleurs c'est ça qui explique pour nous en partie le gros mouvement de dépréciation qu'on a eu depuis le mois de novembre sur les valeurs très chères. Et puis aussi cette baisse sur les crypto-actifs, on appelle ça comme ça, c'est un réajustement parce qu'il y avait une inflation de ces actifs-là, des prix de ces actifs-là, qui était lié au fait qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal en face. Et donc, tout le monde se précipitait sur des actifs un petit peu refuge par rapport à ça. Aujourd'hui, si on rentre dans cette normalisation, alors après, ça prendra du temps, ça devrait favoriser ce retour à la normale, c'est-à-dire avoir des valorisations qui soient cohérentes par rapport aux perspectives de croissance et aux marges dégagées dans chacun des segments. Et de ce que ce soit sur les taux ou sur les actions. Et de ce point de vue-là, vous avez évoqué effectivement la forte rotation du mois de janvier, avec le facteur de valorisation qui a été extrêmement déterminant pour cette rotation. L'ampleur, la vitesse du mouvement, c'est une chose, mais vous dites la normalisation des multiples, elle a encore du chemin à faire entre ce qui est à plus de 20-30 de PE et ce qui est encore, je sais pas, je voyais Stellantis, PE 2022 est à 4. Voilà. Et voilà. Alors après, en fait, il faut tout regarder toujours en relatif. Parce que structurellement, l'automobile, la distribution, c'est pas des secteurs à forte marge, donc c'est pas des secteurs à fort PE. Et donc, quand ils sont en haut de cycle, ça se paye plutôt 10 fois. Quoi. On est plus... je caricature à peine, mais... donc, cette normalisation, c'est vraiment beaucoup plus le fait de se dire, est-ce qu'on va aller... La question, c'est est-ce que le marché va être prêt à payer encore pour de la qualité, où là ça veut dire qu'on est en train de pricer quand même un peu du risque. La qualité, ça justifie que ça soit se payer un peu plus cher, ou est-ce que le marché va rester vraiment en mode un peu totalement stressé comme il est depuis un mois, et donc chercher que du défensif et défensif en fait avec juste un autre côté de valorisation, c'est-à-dire que je veux quelque chose qui soit pas cher, qui soit un petit peu corrélé au cycle. Pas forcément de la qualité parce que je privilégie le prix. Je pense que ce sera un juste milieu entre les deux. On le voit aujourd'hui dans des secteurs de la cote sur lesquels on a quand même un minimum de visibilité. Aujourd'hui, c'est pas les canards boiteux pas chers qui sont privilégiés. Parce qu'on n'a pas envie de boîtes endettées, on n'a pas envie de boîtes sur lesquelles les marges sont tellement faibles qu'elles ont une incapacité à pouvoir venir surfinancer, en plus si les taux montent. Donc il y a quand même, le marché privilégie quand même un petit peu cette qualité. Après, la correction des multiples, je pense que oui, qu'elle n'est pas terminée. Mais avec plus de jugeote. Alors, le mois de décembre, c'était vraiment, on jette le bébé avec l'eau du bain. Non, mais tout ce qui est en forte croissance, et donc c'est cher. Et donc, à partir du mois de janvier, il y a eu quand même un petit peu un tri qui a été fait. Mais ça va rester quand même très, très nerveux. Et c'est quoi alors des secteurs ou des boîtes emblématiques qui correspondent aux critères du moment, là, aujourd'hui, En fait, Nathalie ? il y a déjà...
je pense qu'il faut chercher, en tout cas nous, ce qu'on essaie de rechercher, c'est des stratégies ou des secteurs qui, entre eux, peuvent être totalement décorrélés, pas dans le même sens. Comme dans les stratégies globales macro, où on essaye d'avoir des scénarios, en fait, différents. Là, quand vous avez... nous, par exemple, on avait renforcé tout ce qui était minière et énergie, pas parce qu'on avait la boule de cristal du tout, mais parce que dans les secteurs sur lesquels on était exposé, on n'était pas du tout... positivement corrélé à la thématique cycle-inflation. Ouais, je comprends. Et donc, c'est cette diversification-là, en fait, je pense... Logique de couverture, même, presque. Oui, ou bien de pouvoir, parce qu'évidemment, se dire, acheter des valeurs pétrolières, quand on a un baril à 85, à l'époque, on se dit, c'est déjà trop cher, le risque. Mais il y a l'idée, il y a surtout le schéma, en fait, le marché s'est très focalisé en se disant... Il y a des secteurs sur lesquels la demande est liée au fait, c'est pas vraiment de la demande, c'est surtout qu'il y a le choc de l'offre. Comme on est contraint, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de semi-conducteur, il n'y a pas tout ça. Et donc, le temps que ça se remette en route, une fois que ce sera remis en route, oui, on oublie en fait que la demande, elle reste présente. Et c'est pour ça qu'on voit au niveau des résultats d'entreprise, des publications, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la top line, les revenus augmentent. Et donc ça veut dire qu'il y a de la demande. Et donc, ça reste quand même structurellement porteur. Sur les décisions de marché en ce moment, Esti, alors je reviens quand même à l'idée d'un S&P qui a corrigé de 10% du pic au creux, ce qu'on n'a pas vu depuis le déclenchement de la crise pandémique, mars 2020 à part, bien sûr. Le CAC aussi a fait moins 10. Alors le Nasdaq, lui, a commencé à corriger un peu plus tôt, c'était en novembre dernier, donc on a un moins 18 peut-être sur le Nasdaq du pic au creux. Bon, si on arrive à regarder un peu à travers le stress géopolitique, est-ce que c'est déjà des niveaux d'intervention intéressants pour des investisseurs patients, rationnels ? À mon avis, oui, ça commence. De nouveau, on a quelques semaines, je pense, de volatilité. Hier, on est passé tout près des plus bas de janvier pour le S&P. Ils ont tenu. Donc, je reste optimiste en se disant que si ça tient, ça commence à mettre en place les choses pour un rebond qui serait plus intéressant. On n'a pas fait de nouveau plus bas sur le S&P, malgré tout ce qui s'est passé sur le front géopolitique. Voilà, on est resté. Donc, les plus bas de janvier ont tenu. Donc, de nouveau, on a la géopolitique qui s'est rajoutée à un marché qui était déjà fébrile, fragile, déjà en forte baisse, beaucoup plus inquiet des banques centrales. Donc voilà, ça en rajoute, mais ce n'est pas le seul driver. Et d'ailleurs, dans les baisses, ou même dans les meilleurs jours, on a plus de breadth des indices que ce qu'on avait en janvier. Donc quelque part, le marché, il s'améliore. Il y a une participation plus large. Exactement. Ça s'améliore un peu quand même, si ça ne se voit pas encore au niveau des indices. Mais je pense que beaucoup des incertitudes qu'on aurait peut-être pensé avoir pour la deuxième moitié de l'année, quand on était encore en novembre, forcément fin novembre, début décembre, surtout avec la Fed, ont été avancées à la première moitié de l'année, très fortement, alors un peu violemment aussi, mais on va commencer à avoir beaucoup de clarté là-dessus. On a quand même un marché qui maintenant price 7 hausses de taux de la Fed. Ça me paraît trop. Je pense. Alors après, on ne sait toujours pas ce qu'ils vont faire avec le bilan et à quelle vitesse ils vont réduire et jusqu'à quel niveau. Donc il reste des questions. Mais on a pricé beaucoup de resserrement monétaire. Et je pense qu'à un moment, on va quand même se rapprocher quelque part un peu d'une surprise, un tout petit peu dovish, dans le sens où je ne crois pas qu'on arrive à cette hausse de taux. À un moment, on va quand même se poser la question de la croissance qui revient un peu plus à la norme après la réouverture. L'inflation risque de rester un problème pendant un peu plus longtemps. Mais je pense que la deuxième partie de l'année, en fait, on aura répondu à beaucoup des questions plus difficiles. Et ça sera, si les résultats restent bons, ce que je pense sera le cas, ça devrait être plutôt positif pour les marchés. Et vous imaginez que la Fed, on verra prochaine communication 15 et 16 mars pour le FOMC, mais vous imaginez que la Fed puisse assez facilement se mettre en pause, si besoin était, à un moment... au cours du deuxième semestre 2022. Ça fait partie des scénarios qui sont évoqués par certains stratégistes, qu'il y aura peut-être à un moment besoin d'une pause pour évaluer la situation, peut-être avec effectivement une économie qui se sera normalisée aussi un petit peu entre-temps. Alors, ça dépend. Ou est-ce qu'on voit une Fed qui part sur quelque chose de très automatique dans un premier temps et qui aurait du mal à remettre en cause le côté un peu systématique de sa normalisation, au moins pour... Alors, je ne pense pas qu'ils soient dans le systématique actuellement. Je pense qu'ils attendent de voir les données. Je pense qu'ils croient toujours que l'inflation
va baisser à un moment. Ça prend clairement plus de temps Ouais. que ce qu'il pensait, ce que je pensais aussi. Mais ça devrait quand même baisser des 7% actuels à un moment, deuxième voire troisième trimestre. Est-ce qu'on revient à 2 d'ici septembre? Certainement pas. Est-ce qu'on revient à 4 et qu'on a un petit peu moins la panique? C'est déjà plus probable. Ça dépend aussi de la définition de pause. Est-ce qu'on est de mars à décembre, je crois qu'on est à 7 ou 8 meetings, ou 9 meetings même, parce qu'il y en a qui pendant, ou 50 points de base, plus les 7 meetings qui suivent. Donc si on fait mars et puis on attend juin, c'est pas forcément une pause à mes yeux, c'est un peu la méthode graduelle que la Fed a tendance à privilégier. Je crois que même mars était moins prévu, n'était pas forcément prévu jusqu'à ce que le marché vraiment l'offre à la Fed en janvier, que c'était tellement pricé qu'ils se sont dit, en fait, si on peut commencer en mars parce que tout le monde s'y attend, autant Surtout si on ne le commencer en fait mars. pas, on ne sera pas crédible. Oui. Alors, il ne faut pas non plus qu'il se fasse trop bousculer par le marché, mais ça va être un peu d'équilibrisme, mais de nouveau, je ne pense pas qu'on va être un meeting après l'autre avec des hausses de taux non-stop. Est-ce que vous y voyez un peu plus clair sur la manière, la stratégie que la Fed va mettre en place pour resserrer? Alors, l'aspect très graduel, automatique, 25 points de base, chaque meeting, on ne réfléchit pas. Est-ce qu'il vaut mieux une approche peut-être un peu plus brutale dès le départ, en se disant peut-être que dans 6-9 mois, est-ce qu'on pourra continuer de monter les taux? On n'en sait rien, autant faire le maximum aujourd'hui. On voit bien qu'il y a quand même une discussion. Et puis la question du bilan, qui était jugé comme un outil secondaire dans la dernière communication de Jérôme Powell fin janvier en matière de resserrement monétaire. Et on voit bien que là aussi, c'est un débat. Peut-être que je vais me tromper sur le prochain meeting. J'aurais plutôt tendance à penser que je ne vois pas trop l'intérêt, en tout cas, de faire 50 points de base pour se dire il faut se dépêcher parce que je ne pourrai plus le faire après. Ils ne cherchent pas à monter les taux pour monter les taux. Ils cherchent à répondre à une situation et à leur mandat de plein emploi et de maîtrise de l'inflation. Ils sont au plein emploi, ils ne maîtrisent pas l'inflation, il faut qu'ils réagissent et ils réagiront sans doute de manière progressive. Ils ne veulent pas non plus jeter de l'huile sur le feu et provoquer de panique. Donc moi j'ai plutôt tendance à penser qu'on sera sur un rythme de 25 points de base. Je pense par meeting jusqu'à en tout cas cet été. On devrait voir une inflation qui devrait rester proche au-delà de 5% jusqu'à la fin de l'été et donc qui justifiera de voir ces hausses de 25 points de base par meeting. Après, c'est très difficile de prévoir l'inflation. Tout le monde s'est trompé, comme je disais, la dernière fois, début 2021, le consensus pour 2021 en zone euro, c'était 0,7, 0,8. On a fait 5% d'inflation. Donc l'erreur est telle qu'aujourd'hui, peut-être qu'on se trompera 2, 3, 4 points sur l'inflation encore en fin d'année. Et la Fed en a totalement conscience. Donc je pense qu'ils ont une bonne visibilité sur le court terme, sur ce qu'ils vont faire jusqu'à l'été. Après, ils ajusteront dans la deuxième partie d'année. Mais ils ne vont pas se mettre en position d'être prisonniers d'une séquence qui compliquerait justement une pause ou un ajustement ou un réglage différent pour la deuxième partie d'année. Un de leurs mots préférés en ce moment, c'est flexibilité. Et ça, bien sûr, ils veulent surtout garder au maximum de flexibilité. Je pense que le bilan sera, plutôt que d'accélérer le rythme, parce que 25 BP par meeting, il y a 8 meetings par an, on en a déjà fait un, donc il en reste 7 pour cette année. C'est 200 points de base de hausse de taux, c'est sur une année, c'est quand même beaucoup. J'ai du mal à penser qu'ils aillent accélérer, on se dit aussi, admettons que l'inflation finisse l'année à 5 contre 3,5 qui est attendu aujourd'hui. Bon, effectivement, ils auront sans doute envie de continuer à montrer les muscles. Ils ont la possibilité de le faire par le dégonflement de ce bilan. Et le dégonflement de ce bilan, il est déjà préannoncé comme étant beaucoup plus précoce que le précédent dans le cycle, mais aussi beaucoup plus important en termes de rythme. La dernière fois, la Fed a commencé à réduire son bilan de 10 milliards par mois au départ pour aller jusqu'à un rythme de 50 milliards par mois. Là, ce dont on parle, c'est dès le départ de 50. Réduire de 50, voire 100 milliards, voire 100 milliards voire par 100 mois. Milliards par mois. Donc, effectivement, ils auront, je pense, cette arme supplémentaire
pour pouvoir accélérer si besoin est, et à l'inverse, bien sûr, qui pourront passer d'une hausse par meeting à une hausse tous les 2 meetings uniquement, si effectivement l'inflation revient vers 2% et est en vue pour atteindre 2% en fin d'année, début d'année 2023. Bon, ça semble déjà quasi acquis, au moins pour les prochains mois du côté de la Fed, côté Banque Centrale Européenne. Est-ce que le 10 mars viendra confirmer la tonalité du discours de la conférence de presse de Christine Lagarde le 3 février dernier ? Je pense aussi qu'on a eu beaucoup de communication depuis, qui a été. Ils sont pas tous d'accord, hein, évidemment. Vous citiez ce matin. Holtzmann, l'Autrichien. Voilà. Oui. Et je pense que à côté de lui, les membres de la Bundesbank sont des colombes, hein, qui. Bon, la séquence a été par l'écrasante majorité des membres de la BCE définie. On finit le quantitative easing, on monte les taux après. Le quantitative easing, ils vont sans doute pouvoir le finir un petit peu plus tôt que ce qui était annoncé. Donc, et ils parlent à des rythmes trimestriels. Donc, c'est à peu près, en tout cas, ce qui est téléguidé, c'est fin du Q3. Fin septembre, ils arrêtent le quantitative easing. Ça laisse la porte à une hausse de taux au cours du 4e trimestre. Octobre, décembre, ils auront le temps d'ajuster. Et cette séquence, moi je comprends effectivement qu'elle est gravée dans le marbre, comme vous, mais est-ce qu'elle peut être remise en question de manière pertinente ? Si le sujet, c'est quand même un moment de contrôler les taux longs et les spreads en zone euro, c'est quand même une des caractéristiques de la politique monétaire en zone euro, et si l'autre sujet, c'est d'essayer de sortir de ces taux négatifs, de ces moins 50 points de base qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui, bon, pourquoi rester prisonnier, en l'occurrence, de cette séquence ? Pourquoi ? Parce que la BCE est dans une situation bien plus inconfortable que la Fed, parce qu'effectivement, elle a ce mandat officieux qui est de maintenir la stabilité de la zone euro. Mais pourquoi ne pas changer cette séquence ? Changer cette séquence et dire, en gros, on monte les taux à zéro, mais on continue le quantitative easing, ça veut dire que le quantitative easing en zone euro, il est sans fin. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de membres des pays frugaux qui ne veulent pas que la BCE finance de manière illimitée les États, parce que c'est mettre le doigt dans l'engrenage de il n'y a plus aucune orthodoxie budgétaire à venir en zone euro. Donc je pense que c'est pour ça. Après, oui, effectivement, ça va être très compliqué pour la BCE et ils vont marcher sur des œufs. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de taux positif. Ça fait quasiment 8 ans qu'on a eu quantitative easing. Il va falloir y aller tout doucement parce qu'évidemment qu'il ne faut pas refaire comme en 2011 et qu'il faut qu'en remontant les taux de manière trop précipitée, on reprovoque une récession où on voit l'Italie, les taux italiens qui montent à 4 ou 5% et qui se retrouvent étranglés financièrement. Donc bien sûr que la BCE veut lutter contre ça et la meilleure manière de le faire, ça va être d'être lisible et d'être très progressif en marchant sur des œufs, encore une fois. Dans les stratégies de marché, commentaire, réaction, Nathalie, si vous le souhaitez, sur les politiques monétaires qui vont avoir un impact, une influence là, pendant encore quelques temps au cours de cette année 2022. Est-ce que c'est intéressant de regarder les émergents ? Alors, même pourquoi pas inclure la Russie aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ce soit très facile d'aller investir en Russie pour le futur proche, mais enfin, dans la classe d'actifs émergents, est-ce qu'il y a des jokers qui peuvent être intéressants pour un investisseur qui aura envie d'y aller, hein, bien sûr, tout le monde n'est pas obligé d'aller sur les marchés émergents. Alors, je ne suis pas une spécialisée des émergents. Je pense que pour distinguer, c'est des situations tellement différentes entre l'Amérique latine, l'Europe centrale et l'Asie, que ne serait-ce que l'impact matière première ou pas, entre pays dépendants ou pays producteurs, déjà ça change tout. Donc c'est plus des questions pour des macroéconomistes en fait ça, parce que c'est vraiment des zones qu'on joue par rapport à ça. Après, si on regarde juste avec la petite hier lucarne valorisation, entreprise cotée, et là où on a un peu de visibilité, parce qu'on cherche tout ça encore plus cette année, vraiment. Il y a un endroit où, dans les émergents, où en fait, nous, on a un doigt, vraiment un doigt, c'est la consommation chinoise. Donc, alors pourquoi consommation ? Parce qu'en fait, le but est de se dire, le problème quand vous jouez de l'indice chinois, c'est que vous achetez, comme quand vous achetez du S&P 500, vous achetez quand même une vitrine chinoise qui n'est pas vraiment l'économie réelle. Or, ce qu'on voulait nous avoir dans les portefeuilles, c'était plus une exposition à cette croissance de cette demande domestique
Et là, sur lequel il y a un cercle vertueux, parce qu'on sait que l'État, il pousse à ce que cette classe-là émerge, donc consomme plus. Prospérité commune. Et là-dessus, on voit d'ailleurs que c'est un des segments qui a le moins souffert l'an dernier, parce que aussi il n'y a pas tout ce biais un peu techno, et sur lequel on peut avoir un peu d'utilité. Après, il y a aussi le phénomène qui est que, mais là c'est pas moi la mieux placée pour parler de ça, mais au niveau de la devise, il y a aussi une volonté chinoise d'avoir quand même un renminbi très fort. Et donc, ça favorise aussi cette consommation locale. Donc, on n'est pas sur un pays émergent sur lequel on se dise où il y a un risque aussi de vis par rapport à ce qu'a fait le dollar, par rapport à ce que... Il y a une forme de solidité plutôt que de fragilité que vous retrouvez dans ce thème-là. En tout cas, on arrive à avoir un peu une lisibilité. Après, on peut totalement se tromper, mais c'est vraiment, encore une fois, un doigt. Je pense que la logique, elle est beaucoup plus de se dire, elle est beaucoup moins géographique que par style. C'est plus avoir du cycle. Et quand vous voulez avoir du cycle, vous pouvez vous dire, tiens, cette partie-ci que je la joue avec de la géographie, donc avec des émergents, ou je la joue avec des industries, et donc des minières ou d'automobiles, ou en fait des segments sans notion géographique, plus ça. Parce que sinon, le reste, vraiment, je pense qu'il faut être encore plus cette année, être un spécialiste de ces économies-là, parce que les impacts taux devises sont quand même ça donne énormes. l'idée quand même beaucoup de dispersion dans tout cet univers d'investissement, entre émergents, au sein des émergents, entre secteurs, au sein d'un même secteur. C'est vraiment ce phénomène de dispersion là qu'on retrouve. Oui, mais qui est normal. Qui est normal. En fait, on avait oublié. On avait oublié parce qu'en fait, on avait des actifs tout le monde allait dans le même sens. Donc les actions montaient, les obligations montaient, tout montait en même temps, alors qu'en général, il y a une corrélation. On avait des banques centrales qui, il y a encore quelques mois, tout le monde était aussi dans le même sens. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'il y a une dispersion là-dessus. Et ça, mais c'est un peu normal aussi. Et on a oublié que les économies ne sont pas au même niveau, n'ont pas les mêmes forces, les mêmes faiblesses. Et on est en train de remettre, pour moi, une situation un petit peu plus logique. Et cette dispersion, elle est un petit peu dure à supporter, mais elle est naturelle. Ouais. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en portefeuille là, dans une allocation globale cible aujourd'hui, Esti ? Alors, moi, je reste sur une approche plutôt barbell. Donc, j'ai aussi des cycliques, de l'énergie, des matériaux, des minières depuis un petit moment. Ça, on n'a pas changé notre allocation. On garde quand même une allocation à la tech un peu plus sélective peut-être, mais je pense que la croissance des bénéfices, elle va continuer et ça va à un moment suffire à soutenir en tout cas une partie du marché. Donc vous parlez de la tech qui fait des bénéfices. La tech Non, mais je demande. Oui, la tech qui fait des bénéfices. Oui, la tech qui fait des bénéfices. On n'est pas prêt à revenir sur des segments qui ne se valorisent qu'en multiples de chiffre d'affaires aujourd'hui. Non, je crois qu'il faut quand même être un petit peu plus prudent et puis regarder un petit peu plus sous le capot que juste dire tech ou big tech. Et puis je pense qu'on a un sujet émergent. Alors en très court, on a quand même 60% de l'indice action émergente qui est la Chine. Donc, soit on se dit qu'on veut faire des allocations par région ou ex-Chine. Si on veut réfléchir aux émergents, il faut avoir une vue sur la Chine. Le consensus était plutôt positif. On a eu 2 jours un peu de stress, mais les régulateurs chinois sont en train de dire qu'ils n'ont pas du tout l'intention de recommencer, ou pas de la même façon. Ils essaient de soulager le marché. Donc, nous, on était un petit peu en avance sur la Chine, mais est-ce qu'on a peut-être vu le pire ? Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas la volatilité, mais ça peut être une opportunité ça tenait plutôt pas mal, effectivement. Bon, sur les marchés de taux et de crédit, là, quels sont les sujets, les thèmes qui vous intéressent aujourd'hui, François ? On a toujours des taux longs qui sont prohibitifs. Malgré le fait qu'on ait des remontées depuis le début de l'année, mais on a toujours des taux longs qui sont prohibitifs. Sur le crédit, on commence à voir des niveaux qui peuvent commencer à arriver à un certain niveau d'attractivité. Alors, il y a eu du stress là aussi sur le crédit. Il y a du stress sur le crédit, c'est très rapide, mais il y a un problème de liquidité. Donc il faut vraiment faire attention à la liquidité sur le marché du crédit. Il y a des performances qui sont mauvaises et sans doute des investisseurs qui vont devoir sortir. Mais peut-être qu'au cours des prochaines semaines, il y aura des achats à faire. Et là où on est plus positif sur le moyen long terme, c'est sur les émergents où les banques centrales ont déjà fait le gros du travail. Donc on a des niveaux de rémunération qui sont beaucoup plus attractifs pour les devises et pour certaines dettes souveraines émergentes.
Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nathalie Pelleras, DG de 4Point Esti Dweck, directrice des investissements de Flowbank, et François Collet, gérant obligataire chez DNCA, étaient avec nous en plateau.